Alors, je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va répondre à la question: Vanessa, comment on fait pour tester son idée entrepreneuriale et se donner toutes les chances de réussir? Ce qui se passe, et c'est quelque chose que j'ai observé avec l'accompagnement de mes clients et mes clientes dans le cadre de Révélation, qui est mon programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle, où on fait un gros travail de fond, de défrichage, où vraiment on va connecter à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et donc, en règle générale, il en ressort une idée, une direction. Et tout va dépendre de là où en est arrivée la personne qui a suivi l'accompagnement. Mais admettons que la personne, voilà, il y a encore quelques zones de flou et elle a une idée. Elle dit, bah moi j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de transformer telle ou telle chose, et j'ai envie de guider, j'ai envie de soigner telle ou telle typologie de personnes. Mais en fait, tout de suite, il y a des peurs qui montent parce qu'on se dit, mais comment je fais avec ce truc-là? Comment je fais pour le concrétiser? Comment ça peut devenir une entreprise qui est pérenne et rentable? Et en fait, on peut rester avec cette idée et peut-être que toi aujourd'hui tu as une idée mais tu sais pas faire comment finalement structurer cette idée pour qu'elle devienne un concept, une entreprise qui est viable, pérenne et surtout rentable. L'objectif c'est de concilier l'impact et la soutenabilité financière de ta vie personnelle, de tes ambitions et de tes aspirations. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et donc, dans cet épisode, je vais vraiment te partager les étapes clés par lesquelles il faut que tu traverses pour passer de l'idée à un concept concret que tu auras validé et que tu sais qui est pérenne et rentable sur le long terme. Donc une idée, c'est quoi finalement? Je me suis posé cette question-là, mais j'aime bien, en fait, quand je m'interroge, j'aime bien chercher le sens derrière les mots. Et souvent, j'invite mes clients et mes clientes à faire de même, parce que certes, il y a la définition du dictionnaire, mais parfois, on a aussi, nous, notre propre vision du terme. Mais là, pour cet épisode de podcast, je suis allée regarder dans le dictionnaire et je me suis dit, mais finalement, une idée, c'est quoi? Une idée, c'est juste une conception intellectuel, c'est un concept intellectuel, donc on est de l'ordre de la pensée, mais c'est pas quelque chose qui est encore matérialisé, qui est concret. Et donc une idée entrepreneuriale, c'est ça, c'est j'ai une idée, donc j'ai un concept mental, j'ai un concept intellectuel, j'ai envie de faire telle chose, mais je ne sais pas comment la structurer, comment faire en sorte que cette idée, elle devienne un modèle d'affaires finalement qui est viable, rentable et pérenne. Donc, je vais te partager les étapes par lesquelles il faut que tu passes pour pouvoir passer de ce point A à ce point B. Il y a un préalable sur lequel je m'attarde beaucoup parce que de par mon expérience et du fait d'avoir été très souvent accompagnée par des coachs d'affaires et pour avoir rencontré de nombreux entrepreneurs, la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de te connecter à cette idée. À quel point cette idée, elle te correspond. À quel point cette idée, elle est reliée à ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite, à ta raison d'être, à ta mission de vie. Tu utilises le terme que tu veux. C'est à quel point elle t'enthousiasme, à quel point elle te fait vibrer. Parce que ça, c'est vraiment le cœur de ton carburant, de ta motivation. Et plus tu vas être connecté à ça, plus tu vas t'ouvrir à un mode de fonctionnement qui va être de qu'est-ce qui est possible pour moi de faire pour rendre ce truc concret. Et ça veut dire que derrière, tu vas trouver de l'enthousiasme, tu vas trouver de la motivation, tu vas te forcer, entre guillemets, aussi à sortir de ta zone de confort. Tu vas vraiment être en mode « je recherche des solutions et je ne reste pas bloquée par le fait que, typiquement, j'ai une idée et je ne sais pas comment faire. » Ok ? Donc ça, c'est la première chose, c'est l'invitation que je te donne avant même de rentrer dans la démarche pratico-pratique de « je passe de l'idée au concret ». Ça, c'est pour moi un non négociable. Maintenant, on va rentrer dans le pratico-pratique. La première chose, c'est bien évidemment de tester ton idée. Quand on a une idée,
même si c'est une idée qui est innovante ou si c'est une idée et qu'il existe déjà un marché, bah, l'objectif, ça va être de voir, de tester un petit peu la température du marché que tu vises. Donc, c'est en fait l'étape de l'étude de marché. L'étude de marché, quand tu l'as fait, c'est un peu ta boussole, c'est un peu ce qui va te permettre vraiment de récolter des données et de venir nourrir cette idée et de te dire, bah oui, effectivement, il y a des opportunités, il y a un vrai marché. Quand on est dans une idée qui est innovante, on a un truc, voilà, on a canalisé quelque chose ou on a vécu quelque chose qui est peut-être unique et on a vraiment une idée innovante, ce qui va être compliqué dans cette démarche, c'est vraiment de convaincre les clients potentiels qu'ils ont besoin finalement de cette idée. La majorité des gens, on reste quand même sur des idées classiques, c'est-à-dire qu'il existe un marché, une niche, et là, tout le travail, le plus gros du travail qui sera à faire, ce sera en fait d'aller regarder comment on peut se démarquer. Donc, la première étape, ça va être tout simplement, d'identifier ta niche, ton marché. Donc en règle générale, quand on a une idée, on sait à peu près qui on a envie d'accompagner ou qui on a envie d'aider. Et encore une fois, quand je parle d'aider, c'est aussi bien par le biais d'un service que par le biais d'un produit. Donc la première chose à faire, c'est de se dire, ok, finalement, qui j'ai envie d'accompagner, avec qui j'ai envie de travailler. Ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as quand même le luxe de choisir les personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler. Donc fais cet exercice au fond. Là, je t'invite à aller écouter un des tout derniers épisodes de podcast que j'ai enregistré, dans lequel, en fait, je te donne le guide complet de l'étude de la clientèle cible idéale. Donc, le marché, c'est un peu plus vaste finalement. Le marché, ça va être une typologie de personnes. Par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir des illustrations pour mieux visualiser un concept. Ça peut être par exemple, comme j'ai pu le faire au début de ma carrière en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, ça va être d'accompagner les mères de famille qui sont cadres, managers, à gérer leur carrière sans sacrifier leur équilibre de vie. Ça, c'est une problématique, c'est un marché spécifique. Ça peut être de se dire, j'ai l'idée de proposer des produits exclusivement véganes et français. Ça peut être d'accompagner tout simplement le développement des entreprises et notamment le développement des fabricants de produits cosmétiques bio français. Ça peut être le marché qui va concerner, par exemple, créer une gamme de chaussures à partir de matériaux recyclés. Et peut-être que tu peux rajouter français, si tu as envie d'être hyper chauvin ou chauvine. Donc en fait, le marché, c'est ça. Donc tu dois identifier tout simplement ce qu'on appelle la niche marketing. Ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Tu vois, t'as même pas besoin de sortir de chez toi. Dans le confort de ton canapé avec ton ordinateur, tu peux faire énormément de choses. Ça va être tout simplement de faire des recherches. Donc tu utilises un moteur de recherche et puis tu vas taper des mots-clés qui sont en lien avec ton marché cible. Ça va être aussi d'aller regarder sur Amazon. Typiquement sur Amazon, par rapport à l'idée que tu as, il suffit de regarder s'il n'y a pas des livres qui sont dans le top, dans le top 100 des meilleures ventes de livres sur Amazon. Et puis là, tu vas regarder effectivement s'il y a eu des commentaires, si le livre il a été noté. Donc ça te donne aussi certaines informations. S'il y a un bouquin qui est en ligne sur Amazon et finalement il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune étoile, possiblement tu te dis en fait le livre il a été écrit, en plus c'est une auto-édition, donc en fait personne n'a lu le livre. Donc tu peux te dire peut-être que mon idée elle n'est pas assez travaillée, il n'y a peut-être pas de marché par rapport à cette idée que j'ai. Donc on utilise ces outils-là. Tu peux utiliser Google Keyword Planner qui t'aide aussi à identifier par une sélection de mots-clés la quantité ou du moins le nombre de recherches de ce mot-clé dans le mois. Donc s'il n'y a que 10 recherches de ton mot-clé
sur Internet, bah, tu peux être aussi en droit de te dire c'est peut-être mon idée, elle est peut-être vraiment à retravailler, ou alors je suis vraiment complètement à côté de la plaque. Ça va être d'utiliser les réseaux sociaux, bien évidemment, utiliser les réseaux sociaux, de regarder ou identifier les personnes qui font déjà ce que tu as envie de faire, qui sont déjà sur le marché cible dans lequel tu as envie de t'intégrer. Donc on utilise ça et on commence à récolter de la data, quoi. On commence à récolter des données et à se dire bah oui, tiens, effectivement, il y a du mouvement dans ce marché, donc a priori il y a des opportunités, je suis pas complètement à côté de la plaque. La deuxième chose à faire, et c'est une belle transition avec l'identification des personnes qui font déjà ce que tu fais, parce que ces personnes-là, on va les mettre, on va dire, dans la catégorie concurrent. Donc, l'étape suivante à faire, eh bien, ça va être d'analyser la concurrence, de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'ils s'adressent à leur cible, c'est quoi leurs produits, c'est quoi leurs services, sur quelle plateforme ils sont présents, est-ce qu'ils font du présentiel, du digital. C'est un peu de brosser l'environnement de tes concurrents, mais en ayant ce regard critique. Pas critique positif ou négatif, mais c'est vraiment de dire oui, tiens, ça résonne vachement pour moi, ou au contraire de te dire bah moi je ferai autrement, ou j'irai plus loin sur cette partie-là, ou je rajouterai peut-être telle ou telle chose dans un programme d'accompagnement, ou peut-être dans le packaging de ce produit. Donc c'est vraiment de regarder la concurrence avec cet œil d'observateur, d'observatrice et d'analyser ce que tu vois et d'être totalement détaché. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport au fait d'analyser ou de faire l'étude de la concurrence parce que je sais que certaines de mes clientes sont tombées dans le piège. C'est tout de suite de tomber dans la comparaison. Ça, c'est un risque. Quand on commence à analyser la concurrence, surtout quand on est une personne qui peut avoir tendance à douter de soi, à ne pas vraiment se sentir légitime, ça peut venir nous titiller. Et du coup, on va avoir des pensées du style oh, « mais ce qu'il ou elle fait, c'est tellement génial que je suis pas à la hauteur, je ferai jamais aussi bien, oh, ils ont déjà tellement d'avance sur moi, etc. etc. » Et donc, on peut vite venir se bloquer et ça je veux pas. Donc, on reste avec cette casquette vraiment professionnelle et on analyse la concurrence avec détachement, plus dans cette optique de je récolte des informations et je brosse un petit peu l'environnement de mes concurrents directs et indirects sur le marché que je vise. Donc, on a cette étude de marché qui englobe bien évidemment les informations un peu génériques sur ton marché cible. Tu as une idée un peu plus précise de ta clientèle cible idéale. Tu as une idée de ce que font et de ce que proposent tes concurrents. Donc déjà, tu commences toi à avoir une idée en termes de positionnement, de ce que tu as envie de faire, de ne pas faire, de rajouter, de proposer ou de ne pas proposer, etc. Il y a quand même déjà des choses qui commencent à se dessiner. Et c'est là où tu vas venir travailler ton plan d'affaires détaillé. C'est ce qui va te permettre finalement de définir un modèle d'affaires. Donc, on va prendre une feuille. Tu prends une feuille ou tu prends ton ordinateur et tu vas venir finalement rédiger les prémices d'un plan d'affaires. La première chose que tu vas faire, c'est d'introduire d'introduire ce plan d'affaires tout simplement en disant voilà, j'ai cette idée, j'ai envie de créer une entreprise qui va apporter telle ou telle chose, tel ou tel bénéfice, tel ou tel impact et voici mes objectifs d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans. Ça peut être encore un peu flou pour toi à ce moment-là et c'est totalement ok. Encore une fois, on est dans les prémices, mais ça t'invite toi à être dans cette projection. Et quand on est dans une projection et qu'on y pense régulièrement et qu'on est comme ça en fait avec des pensées qui tournent autour de ces choses-là, on est juste en train, nous, êtres humains, en train d'éduquer notre cerveau à dire moi je veux atteindre ce truc-là. Donc aide-moi à identifier les opportunités,
à être à l'écoute de mon intuition, des synchronicités pour finalement trouver les bonnes actions à poser pour pouvoir concrétiser mon objectif. Donc, si c'est encore un peu flou pour toi à ce stade-là, c'est ok. Encore une fois, on est dans la prémisse, on est dans un travail préparatoire et tout ce que tu vas faire, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Ça a vocation à être développé, ajusté, modifié. Donc, on est vraiment aussi dans cette dynamique d'itération où on sait que les choses vont s'affiner indéniablement. Ensuite, tu vas décrire ton entreprise. C'est quoi sa mission? C'est quoi ses valeurs? Et quand tu travailles sur les valeurs, c'est vraiment de te dire, encore une fois, quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Typiquement, si tu vises le marché cible de j'ai envie de proposer des produits véganes français, indéniablement, tu vas derrière véhiculer des valeurs éthiques, éco-responsables, de préservation de l'environnement, de bien-être aussi. Tout va dépendre de l'angle d'attaque, de ton angle d'attaque. Donc voilà, on réfléchit aussi à ces valeurs d'entreprise par rapport à la mission, par rapport à la raison d'être de ton entreprise. Ensuite, tu vas venir reprendre les informations de ton analyse de marché, tout simplement. Ensuite, tu vas réfléchir à ta stratégie et de définir tes objectifs. Donc, la première étape, c'est de définir ton objectif. Donc, ça peut être peut-être, mon objectif d'ici 1 an, c'est de pouvoir vivre de mon activité. Donc, ça veut dire peut-être que d'ici 1 an, j'aimerais que mon entreprise génère ses premiers 20 ou ses premiers 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça peut être ça. Et du coup, la stratégie, c'est ok, quelles actions je vais poser pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ensuite, tu vas étayer ton plan marketing. Donc, le plan marketing, c'est comment je vais promouvoir mes services ou mes produits auprès de ma cible idéale. Quels vont être mes canaux de communication? Quelles vont être mes stratégies marketing? Est-ce que je décide de ne faire que du présentiel et dans ces cas-là, je vais être plus dans une démarche de réseautage? Est-ce que j'ai envie d'utiliser le digital? Et dans ces cas-là, où se trouve ma cible, tout simplement, et sur quel réseau social j'ai envie d'être présent ou d'être présente? Comment j'ai envie de communiquer? Comment j'ai envie de transmettre mes connaissances et mes compétences? Comment j'ai envie de me rendre visible? Donc ça, c'est vraiment ton plan marketing qui inclut généralement le plan de communication. Les deux sont intimement liés, ils sont intriqués. Ensuite, tu peux aller plus loin en parlant de la structure organisationnelle de ton entreprise. Alors la majorité des clients et des clientes que j'accompagne partent quand même en solo, mais j'ai quelques clientes qui ont eu pour projet d'ouvrir des tiers-lieux et par voie de conséquence, l'embauche d'un salarié ou du moins trouver un associé, c'était un peu dans les cartons. Donc la structure organisationnelle, ça va être de te dire, quels vont être mes rôles finalement. Et quand on est solopreneur, tu le sais bien, on est un peu au couteau suisse, on est multicasquette. Donc on est à la fois le visionnaire, on est le manager, on est le marketeur, on est le comptable, on est le coach, si ton cœur d'activité c'est le coaching. Donc c'est intéressant parce que finalement ça va t'inviter à réfléchir aux actions que tu vas devoir poser au quotidien une fois que ton entreprise existera. Et c'est un très bon exercice aussi parce que ça te prépare plus tard, mais à la phase de délégation. Et le fait d'avoir cette idée-là, ça te permet par la suite aussi de déléguer plus facilement. Mais faisons les choses étape par étape. Pour l'instant, on n'en est que dans les prémices. Ce qu'on veut, c'est tester notre idée entrepreneuriale. Ensuite, tu vas réfléchir au budget et peut-être aux projections financières. Donc ça va être de te dire, ok, donc si mon idée, elle est viable et que du coup, j'ai envie de fabriquer des produits véganes, il va falloir que j'achète la matière première. Ok, alors comment j'estime le coût de ma matière première ?
Après, tu vas te dire, ce qui serait bien, c'est quand même d'être présent sur Instagram. Ok, Instagram, est-ce que ça me coûte de l'argent au quotidien? Alors, sauf si tu veux le petit label, là, le petit truc bleu qui atteste que c'est ton compte, que c'est le compte officiel, oui, effectivement, ça a un coût. Donc, tu peux l'introduire. Si tu te dis, non, je démarre, j'ai pas besoin de ça, ça te coûte rien. Si t'es plutôt quelqu'un qui aspire à être sur du présentiel et du coup d'avoir un local, eh bien là, il va y avoir des charges de structure, il va y avoir un loyer, donc ça, il faut le planifier. Et ensuite, de te dire, tiens, quel est finalement le montant minimum, pas forcément de chiffre d'affaires, mais de revenus que j'ai envie de dégager dans les premiers mois ou dans la première année de mon activité. Ensuite, tu vas étayer l'analyse de ta concurrence. Donc, tu vas reprendre les éléments que tu as pu faire émerger de cette analyse-là. Et ça va t'aider aussi à trouver ton propre positionnement. Et ensuite, tu peux partir sur un plan de croissance. C'est OK, j'ai cette vision à 1 an et comment je vois mon entreprise peut-être dans les 3 à 5 ans plus tard. Ça arrive très souvent avec mes clientes qui, effectivement, le fait de passer de salarié à entrepreneur, c'est un grand gap. Et souvent, elles ont une idée très claire de la grande vision du projet. Mais cette grande vision, elle peut demander des investissements, elle peut demander certaines remises à niveau sur leur cœur d'activité. Voilà, ça peut nécessiter plus de temps. Mais là où elles en sont dans leur vie aujourd'hui, elles ont quand même envie de se lancer le plus rapidement possible. Donc, elles démarrent avec le premier step de leur grande vision de leur entreprise. Et du coup, dans leur plan de croissance, c'est à plus 3 ans ou à plus 5 ans. Voilà ce que j'aspire à intégrer dans mon entreprise pour atteindre cette grande vision que j'ai dans mon entreprise. Donc finalement, l'avantage de faire ce travail-là, c'est que ça te pousse déjà à structurer ta pensée, ça te pousse à te projeter aussi, et ça t'invite finalement d'ores et déjà à avoir cette posture finalement d'entrepreneur et d'être déjà dans cette démarche de ok, j'ai une vision, je fixe des objectifs, c'est moi le seul maître à bord, donc j'établis mon plan d'action, ma feuille de route et je fais en sorte de m'y tenir. Donc c'est pour ça que ton plan d'affaires qui va découler sur ton modèle d'affaires, il est vraiment intéressant à élaborer parce que ça va devenir un petit peu ta feuille de route. Et encore une fois, rien n'est figé, rien n'est ancré dans le marbre, donc tu pourras revenir autant que tu le désires sur ce travail pour l'affiner. Donc, tu as ton plan d'affaires. Quand mes clients travaillent avec moi et qu'elles rejoignent le programme Leader ambitieux et engagé, j'utilise le business model Canvas. Et c'est super parce que ce document qui est en format A4 te permet tout simplement de synthétiser tout ce que tu as venu travailler et tout ce que tu as pu venir étayer dans ton plan d'affaires. Et c'est un outil qui est top parce que en un seul visuel finalement, eh bien tu visualises concrètement ton idée, ça commence vraiment à être concret. Je me souviens d'une de mes anciennes clientes qui m'avait dit ça, qui m'avait dit « Ah, Vanessa, ça y est, j'ai rempli mon business model Canvas et ça y est, pour moi c'est concret et je prends confiance en moi parce qu'on a fait un travail en amont qui me montre que c'est possible. » Et en fait, c'était aussi un truc concret qu'elle a pu montrer à son mari en lui disant « Tu vois, ça y est, ça progresse. » On est dans le concret. Et ça va aussi beaucoup t'aider si tu as envie de faire appel très rapidement à des prestataires. Pour, je sais pas, peut-être créer ton site internet ou pour réfléchir à ton logo, ta charte graphique. En fait, le travail, il est fait, quoi. Et du coup, ça va te faire gagner du temps et ça va faire gagner du temps à ton prestataire. Ensuite, une fois que tout ça est fait, comment on fait pour aller plus loin dans le test?
eh bien, on va créer un premier produit ou un premier accompagnement. Mais c'est pas le produit finalisé tel que tu le conçois et c'est pas non plus le service tel que tu le rêves. C'est vraiment de te dire, de reprendre ta clientèle cible idéale et d'identifier vraiment sa première douleur ou son premier obstacle. Et de se dire, ok, ça c'est le premier obstacle, c'est vraiment le premier, la principale problématique de ma clientèle cible. Et je sais quels sont ses désirs et je sais quelles sont ses aspirations. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est créer une première version finalement de notre accompagnement ou de notre produit et qu'on va venir finalement tester auprès de bêta-testeurs, c'est-à-dire un échantillon de ta clientèle cible idéale. Donc c'est un travail qui peut être pas forcément évident au départ parce que, encore une fois, on n'est pas forcément rentré trop au contact de notre clientèle cible idéale. Et donc, ça peut coincer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller sur le terrain et régulièrement échanger avec les personnes que tu as envie d'aider, d'accompagner, parce que c'est à partir de là que tu vas mieux comprendre ce que cette personne traverse, ce qu'elle vit au quotidien et comment toi tu peux apporter une solution. Donc, ce premier produit, c'est ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP. Et en fait, c'est vraiment cette version 1 de ce que tu as envie d'apporter au monde. Il faut le construire en ayant toujours en tête finalement le désir d'apporter de la valeur. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment tester notre idée. Donc, on le fait dans une démarche de « Ok, je sais que mon produit ou que mon accompagnement va pas au bout de ce que j'ai envie d'apporter, mais j'ai besoin de tester peut-être cette première version ou peut-être ce premier step que ma cible idéale a besoin de traverser pour pouvoir atteindre, in fine, son désir. » Donc, on va venir comme ça réfléchir et ce que tu peux faire, c'est reprendre le travail que tu as fait sur ta clientèle cible idéale et vraiment d'identifier tous les obstacles, toutes les difficultés ou toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer dans sa problématique générique. Et de te dire, finalement, qu'est-ce qui la coince le plus là maintenant tout de suite, ou du moins, quelle est, selon moi, la première étape par laquelle elle doit passer pour concrétiser pour satisfaire son désir. Donc c'est de construire, de réfléchir à la structuration de cet accompagnement, de ce service ou la fabrication de ce produit en ayant ça en tête. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de trouver des personnes qui sont OK pour tester ton accompagnement ou ton produit. Donc, généralement, et c'est ce qui se passe avec mes clients et mes clientes, en règle générale, les personnes n'ont pas forcément commencé à avoir une communauté sur les réseaux sociaux, ou alors elles ont pu commencer à communiquer et à créer une petite communauté. Ça peut être de t'appuyer, en règle générale c'est ce qu'on fait, on s'appuie sur notre réseau existant, réseau personnel et réseau professionnel. Et donc on va aller, comme ça, communiquer, solliciter les gens en parlant de notre idée, en testant un petit peu aussi la température, comment cette idée est reçue, comment elle est perçue, et est-ce que les gens sont OK pour la tester. Alors il y a 2 écoles, soit on teste de façon gratuite, soit on propose un tarif, mais c'est vraiment un tarif préférentiel par rapport au tarif public qu'on proposera une fois que la version finale sera créée. Donc c'est vraiment
c'est vraiment une démarche gagnant-gagnante parce que derrière, tu apportes un service, tu vas vraiment apporter de la valeur à ta cible idéale, mais derrière, ce que tu vas attendre de cette personne, c'est qu'elle te fasse des feedbacks. Ça veut dire que régulièrement, au cours du test du produit ou au cours du test de l'accompagnement, c'est de solliciter les bêta-testeurs en leur demandant du feedback. Ça peut se faire par des entretiens, ça peut se faire par des questionnaires, des questions clés qui vont te permettre, toi, derrière, de commencer à travailler ta V2 et aussi de commencer à tester comment les gens perçoivent ton accompagnement. Et ça va commencer à t'aider aussi à te dire, bah oui, tiens, finalement, mon idée, elle est bonne, les gens sont engagés dans ce que je propose, ou alors, tu peux au contraire constater que, peut-être même au niveau du recrutement des bêta-testeurs, c'est compliqué, c'est lourd, parce que peut-être que l'idée, elle n'est pas complètement... elle répond pas complètement à un besoin existant ou à une problématique existante. Donc voilà les démarches, on crée une V1, une version numéro 1 du produit, du service. On trouve des bêta-testeurs en qui on a confiance aussi, mais surtout des personnes qui, l'on sait, vont nous faire des retours qui sont aussi le plus objectifs possible et qui sont dans une démarche vraiment de nous aider. Donc il faut vraiment aussi trouver des personnes qui sont OK pour être totalement transparents et transparentes et honnêtes vis-à-vis de ce que l'on propose pour que derrière on puisse encore une fois ajuster notre travail. Une fois que tu as fait ça, là tu as encore une fois une multitude de données. Voilà, tu as créé une première ébauche, tu as commencé à accompagner des personnes, peut-être gratuitement ou peut-être de façon onéreuse, mais vraiment avec un tarif préférentiel parce qu'on est vraiment dans de la co-construction. Donc les gens font le job, mais en plus, ils te font du feedback. Donc on est vraiment dans cette relation-là gagnant-gagnant. Et donc derrière, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est effectivement d'analyser toutes les données, d'analyser les feedbacks, de recevoir les commentaires, même s'ils sont négatifs. Je sais, ça peut être parfois difficile à encaisser, mais il faut se dire que c'est pour le mieux. Et le mieux, ça peut être tout simplement de se dire que son idée, elle n'est pas viable et de se dire, c'est ok, c'est pas la bonne idée ou il faut que je retravaille mon idée. Ou alors, ça peut être de se dire, j'ai une marge de progression et j'ai pas mal de choses à mettre en place pour faire en sorte que ce que je propose, réponde vraiment aux attentes de ma cible idéale. Et derrière, ça va te faciliter le travail lorsque tu vas lancer ton entreprise et que vraiment tu vas être dans une démarche d'impact et de créer ta propre richesse parce que tu auras vraiment un produit qui répond aux attentes de ton marché cible et donc plus facile à vendre. Donc quand tu vas faire cette analyse des résultats, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en amont réfléchi à des indicateurs de performance. Il y en a plusieurs, quand on est entrepreneur, on suit en fait des indicateurs de performance qu'on appelle des KPI. Et en fait, là, par rapport à là où tu en es dans ta démarche de tester ton idée, peut-être que ton indicateur de performance, ça va être le taux de candidats intéressés par le bêta-test, ça peut être le taux d'engagement des personnes, ça peut être le taux de satisfaction. Donc c'est vraiment de te dire, ok, comment j'analyse mes résultats et comment je me conforte dans le fait que oui, c'est une bonne idée et que ce que je propose, il y a un vrai marché et que ce que je vais créer, ça aura un impact, c'est viable et pérenne. Donc,
On est comme ça constamment dans cette démarche, encore une fois, hein, d'itération. C'est vraiment de te dire rien n'est figé dans le marbre. Donc tu vas revenir régulièrement sur tes documents, tu vas venir ajuster ton modèle d'affaires, tu vas venir certainement ajuster aussi hein, ta clientèle cible idéale parce que peut-être que toi, tu as une vision d'un certain truc, que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi et tu veux que ta cible idéale colle avec ce truc-là. Et donc c'est ça, c'est totalement ok. Donc on est vraiment comme ça dans cette flexibilité et dans cette adaptabilité où en fait on va jouer, bah oui, avec les imprévus, où on va jouer avec les commentaires, les feedbacks de notre audience, tout en gardant finalement à l'esprit notre vision, nos valeurs, qui l'on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer. À aucun moment dans le processus, je t'invite à te travertir pour rentrer dans un moule ou pour faire plaisir aux gens. On est vraiment là à, oui, apporter de la valeur, apporter une transformation à ton audience cible, mais tout en étant aussi dans l'écologie de qui tu es, de comment tu fonctionnes et dans ce qui est ta vérité. Et ça, c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais te partager par rapport au fait de tester son idée entrepreneuriale et c'est vraiment clé, c'est vraiment indispensable avant de commencer à réfléchir au statut et de commencer à se lancer, à vouloir accompagner les gens. Ce travail-là, il demande de l'engagement, il demande du temps, mais derrière, c'est vraiment pour te conforter dans ce que tu as envie de créer. Et trop souvent, on est dans l'impatience, on est dans la précipitation, on veut se lancer, on veut changer de vie professionnelle. Mais encore une fois, l'entrepreneuriat, ça a ses codes, ça a ses modes de fonctionnement. Et si tu n'adoptes pas tout de suite la bonne attitude, la bonne posture, et si tu n'es pas dans une démarche de stratégie, avec des objectifs clairs, en fait, tu risques grandement de te prendre le mur. Donc c'est vraiment important de passer par cette phase-là. Au même titre, j'aime bien faire ce parallèle-là, au même titre que quand tu passes un concours ou un examen, tu n'y vas pas les mains dans la poche. Sauf si tu n'as pas envie de réussir. Mais si tu as envie de réussir, tu te prépares. Et donc là, je viens de te partager le plan d'action à suivre pour tester ton idée entrepreneuriale. Et c'est quelque chose que je refais moi régulièrement et je suis aujourd'hui dans cette phase de test d'un nouveau service et donc je vais être en recherche de bêta-testeurs. C'est pour ça notamment que demain, le jeudi 16 novembre à 20h, j'organise une masterclass dont la thématique est se lancer dans l'entrepreneuriat à impact, par où commencer. Je vais te partager du contenu de valeur, on va aller plus loin sur la structuration du modèle d'affaires, sur les erreurs à éviter, c'est quoi la posture entrepreneuriale, ça veut dire quoi être entrepreneur concrètement. Et à la fin, je vais te proposer une opportunité qui est justement de tester mon minimum viable product, donc mon MVP, que je suis en train de créer. Alors je pars pas de zéro parce que la plupart des modules sont issus de mon accompagnement qui est leader ambitieux et engagé, mais là je suis dans une dynamique de formation. Donc c'est totalement différent. C'est-à-dire que dans leader ambitieux et engagé, on est sur un accompagnement. Donc oui, il y a de la transmission de connaissances et de compétences. Il y a un accompagnement en mode coaching. Mais là, l'offre que je propose, c'est de la formation telle qu'on l'entend selon les critères Calliope. Donc, je vais être dans cette démarche-là. Donc, je vais beaucoup communiquer autour de l'entrepreneuriat, surtout de la micro-entreprise. Et je vais parler de ce produit qui est la V1, qui a vocation à s'étoffer, bien évidemment. Donc ça, je le garde en tête. Mais je vais recruter 4-5 personnes
qui vont venir tester ce programme de formation. Et je vais les solliciter, je vais obtenir du feedback. Alors, bien évidemment, moi, ça ne sera pas quelque chose que je vais offrir gratuitement, mais il y aura un tarif très très préférentiel, c'est-à-dire 50% du prix public. Et c'est une formation qui durera 3 mois avec vraiment des retours individualisés, personnalisés. Donc c'est une très belle offre, c'est une très belle opportunité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à la masterclass qui aura lieu le jeudi 16 novembre à 20h pour découvrir tous les détails de cette opportunité, de cette offre qui est en mode bêta test. Et je voudrais aussi te remercier parce que je sais que vous êtes fidèles au podcast, que toutes les semaines, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Donc merci beaucoup parce que du coup, ça me motive à continuer à faire ce travail de à la fois être sur YouTube, à la fois être sur des plateformes de podcast et être à la fois sur mon blog. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc merci de me suivre, d'être fidèle au poste et surtout merci aux personnes qui mettent 5 étoiles à mon podcast. Ça soutient mon travail, ça me motive et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, je t'invite vraiment là à mettre 5 étoiles sur cet épisode de podcast, à en parler autour de toi si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Et puis bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.